Donc on va vous voir à partir de maintenant sur le live, mesdames et messieurs, Ben Kaltenbeck et Lucas Bouillou, merci de vous rendre disponibles. Salut. Comment allez-vous? Ça va super et toi? Ouais, Bah, super, super. bah ouais, très très bien. Franchement, bon alors les gens vous connaissent pas, mais il y a plein de choses vachement intéressantes à raconter. Alors, j'espère juste que c'est pas coupé. Normalement, ça devrait aller à pile poil. L'overlay est sympa aussi. Vous devez le voir, découvrir les métiers de jeux vidéo, etc. Euh, alors, ils sont en train le mec à gauche, c'est beau. Oui, oui, non, mais alors, c'est pas l'intérêt. Et le sujet de la discussion, où ils sont tous les deux très BG également. Les gars, ce que je vous propose, que bon, on s'en a un petit peu échangé, maintenant on a parlé un petit peu, c'est chacun de votre tour de présenter, pour que les gens vous connaissent un petit peu, ce que vous faites. Donc, peut-être Ben, tu peux commencer. On le voit avec l'intitulé CEO de Neopolis Game. Qu'est-ce que c'est? Je t'en prie, on t'écoute. Yes. Ouais, donc je suis Ben, cofondateur de Neopolis. Neopolis, c'est un jeu mobile géolocalisé où en fait on achète les bâtiments du monde réel, donc comme la Tour Eiffel, le restaurant en bas de chez soi. Et en fait, on est en compétition avec les autres habitants de sa ville. Et souvent, on nous présente comme un mélange de Pokémon Go et Monopoly. Et, Rex, ok. et donc, ouais, nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé. Ça fait 2 ans. Pour ma part, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a un petit moment. J'avais 22 ans, j'ai lancé ma première app de réservation de restaurants à la dernière minute. Et j'ai fait un peu toutes les erreurs de débutant. J'ai fait Normal. toutes les erreurs. Ouais. Et donc ça a pas marché. Donc après, j'ai fait d'autres petits projets. J'ai aussi organisé des soirées pour financer mes études. Et après, je suis allé faire mon alternance dans une boîte bien tech pour me former, enfin pour apprendre vraiment et me former niveau tech et aussi me faire un réseau dans ce milieu-là. Et donc après, j'ai commencé à, j'étais embauché dans cette boîte et j'ai commencé à travailler un peu sur des petits projets avec Lucas et Roland, donc qui sont mes associés actuels. Ok. Donc on faisait des petits projets Alors pour pas s'amuser au début. Lucas qu'on a ici, Pas moi hein. alors. Voilà, Non, non, ouais. attention à pas vous tromper. Mais ouais, ok. Donc les deux autres associés, j'avais les images d'ailleurs. On va te voir. Mais vas-y, vas-y, je t'en prie, je te coupe pas. Ouais, yes. Et donc ouais, tous les trois, on s'amusait, enfin, on faisait des petits projets comme ça, on lançait des petites applications mobiles très simples, très basiques, et on essayait d'aller chercher les 1000 premiers utilisateurs. Et en fait, ça marchait super bien, tous les trois. Et en fait, moi, ça faisait un moment que j'attendais d'avoir l'équipe parfaite pour commencer un projet bien ambitieux. Et donc là, on s'était retrouvés. Et en fait, à ce moment-là, Roland, il était en Australie, Lucas en Espagne, et moi, j'étais en France. Et on s'est dit, allez, on se rejoint 2 semaines à Bangkok et on va réfléchir pendant 2 semaines. À Si on... Bangkok. Ouais, ouais, on s'est dit, on Ok. change de cadre complètement. Et en plus, C'est là, vous les voyez. Ah, l'idée, pas la c'était caméra. l'idée, c'était de voir si on était prêts tous les trois à s'engager sur toutes les prochaines années sur un projet. Et donc, on a réfléchi à ce qu'on allait faire et c'est là qu'on a eu l'idée de Néopolis. Au début, on avait parlé de ce concept-là un peu, on trouvait ça un peu fou et un peu marrant à faire. Et après, on s'est dit, ah ouais, mais en fait, Mais de base, vous avez déjà cette idée-là ou c'est en discutant que vous êtes dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse ou c'était. ouais, c'est ça, c'est en discutant en fait. En fait, on discutait, on se disait, ok, là, on a la super team pour faire un projet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On avait plusieurs idées. Et après, on a Meilleur commencé à ça. parler de Pokémon Go, Parce que etc. tu joues à Pokémon Go ou juste tu connaissais. Ouais, moi, j'étais un gros joueur au départ de Trop Pokémon drôle. Go. Ça m'avait vraiment marqué. En plus, ce gameplay, il Voilà. était assez exceptionnel. Et du coup, on s'est dit, ah, faudrait qu'on fasse quelque chose dans le même genre. Ok. Et, ouais, du coup, à ce moment-là, il y avait plein d'immenses buildings autour de nous. On se disait, ah, ça pourrait être drôle, moi j'achète celui-là, toi t'achètes celui-là. Et tout. Et, C'est et ouf. donc, et voilà. Et puis après, on s'est dit, allez, on, on essaye. Et voilà. Et maintenant, là, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Donc, on est une petite équipe de 9 personnes. On est Ah, maintenant vous suivi êtes par. neuf. Ah, quand Ouais, même. ouais, là on est 9. En fait, on est suivi par un fonds d'investissement qui nous a permis de recruter une première équipe. Et donc là, ouais, on est en train de préparer en fait le vrai lancement du jeu à échelle plus globale, quoi. Punaise. Oh, c'est très frais. Et donc du coup, alors Néopolis, c'est en ligne, là les gens peuvent désormais télécharger, ils peuvent l'utiliser. Ouais, bien sûr, C'est ouais, ça? c'est gratuit, c'est sur Android et iOS. Et là, tu peux déjà acheter les bâtiments autour de toi et essayer de Non, mais prendre ceux des autres.
Ça trop bien. Bon, et du coup, Lucas aussi, si tu veux un petit peu te présenter, peut-être parler un petit peu de ce que tu fais et tout. Bah ouais, bien sûr. Alors, Donc moi, je voilà. suis un des cofondateurs de la boîte qui s'appelle Gapsy et on Ouais, travaille sur un jeu qui s'appelle Stories One. Et Stories One, c'est un action adventure MMO sur mobile ouais. où l'objectif, c'est vraiment de créer des aventures assez fortes entre joueurs, mais dans une communauté. En fait, on se concentre sur les aventures de communauté. Ok. Donc, pour t'expliquer un peu le concept, on rassemble en fait les joueurs dans des villes avec une capacité de 1000 à 1500 joueurs. Et dans cette ville, il va se passer des trucs un peu bizarres. Dans la région, il va y avoir des trucs un peu surnaturels. Et en gros, pendant un mois, toute la communauté va faire des enquêtes et va essayer de changer leur monde à eux en communauté. Donc, Ok. Moi, les paysages me en rappellent termes. un peu ceux de Ouais, Life is Strange. Je sais pas si ça te parle. ah bah, c'est clairement une de nos Ah, inspirations. trop bien. On s'inspire beaucoup de jeux indés en fait, avec des directions artistiques assez stylisées, notamment parce que bon, après je reviendrai sur mobile. On a aussi, on peut pas tout se permettre, donc en fait le fait de styliser les éléments 3D, c'est Ouais, une bonne façon aussi de faire de l'optimisation. ouais. Mais ouais, Life is Strange, Firewatch, c'est les grosses sources d'inspiration pour nous. Mais concrètement, voilà. Donc en fait, on rassemble les gens dans des villes pendant un mois, ils font leur enquête. Ce qu'on veut en termes d'émotion, c'est un petit peu C'est un ouf. reproduire le sentiment que tu es en train de vivre une série Netflix, quoi. Sauf que tous les acteurs sont de vrais joueurs et l'histoire se déroule et se crée par les joueurs eux-mêmes, quoi. Yes. Voilà. Bah, c'est Donc c'est euh, sûr. c'est un truc qui est pas en ligne, Ouais. par contre, et ça, c'est pas encore dispo. Non, alors là, C'est en cours. on est en train de travailler là-dessus. On devrait être capable de sortir une alpha bientôt. Je vais pas te donner de date parce que Ah, dommage. c'est L'exclu. c'est dangereux de donner une date. Moi aussi, j'ai arrêté de donner des dates. On a fait pas mal d'erreurs. Je le citerai dans les erreurs qu'on a pu faire, c'est de donner des dates. Non, non, Ok. mais du coup, c'est en cours. On doit avoir une alpha qui devrait sortir bientôt. Et en gros, on travaille sur Stories One. Alors, c'est compliqué de dire depuis combien de temps on travaille sur Stories One parce que c'est une évolution d'itérations et de projets qui ont abouti à ça. Il y a un compte Twitter, Mais sur c'est le... ça? Je vois Scarounet qui écrit Ouais, dans le chat @PlayStoriesOne, tu confirmes? exactement. Cool. C'est le compte Twitter, on vient de le lancer. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Et rapidement, pour faire un petit peu le parcours de la boîte, parce que Ouais, comme tu disais, en fait, on vient pas exactement, enfin, en tout cas, l'équipe de fondateurs vient pas du jeu vidéo. En gros, nous, on a commencé avec Gapsy il y a 4-5 ans, 4 ans et demi peut-être. ok. Alors, nous, on n'était pas à Bangkok, on était à Berkeley, en Californie. Bon, ça va Euh, aussi. Il y a pire quand même. Donc du coup, c'est ça la clé, voilà. c'est de partir très loin de France, de se Exactement, plus ressourcer, de c'est loin, brainstormer et de revenir. exactement. Ça Plus donne c'est loin des et plus idées. ça marche. Je note. Et nous, à cette époque-là, on travaillait en fait essentiellement sur la réalité augmentée par le biais d'itération. En fait, notre vision, c'était d'essayer de comprendre comment est-ce qu'avec des nouvelles technologies, on pouvait renforcer les relations virtuelles entre les gens. Comment est-ce que tu pouvais faire en sorte qu'une communication soit plus puissante, que les amitiés que tu crées en ligne soient plus fortes, ce genre de choses. Et du coup, on avait travaillé sur la réalité augmentée, puis sur les avatars et les mondes virtuels. D'accord. Et en fait, on a levé des fonds initialement sur le fait de développer une application qui permettrait de communiquer sous forme d'hologramme. Et progressivement, on a switché au fur et à mesure qu'on apprenait en faisant des tests sur ces applis-là. On a switché pour travailler sur le jeu Stories One, Et qui est en fait l'évolution logique en fait de toutes les itérations qu'on a pu faire avant, quoi. ouais, c'est en bossant que est venue l'idée de pouvoir évoluer sur ce terrain de jeu qui est Ouais, Stories One. Exactement. C'est pas l'idée que vous aviez il y a 4-5 ans du tout, quoi. exactement. Bah, c'est trop En bien. fait, tu vois, Trop cool. on a fait une appli, on a fait Gapsy, qui était l'appli, comme le nom de la boîte, qui était une appli Ouais. d'avatar en réalité augmentée. Puis, on a fait Jolai, qui était une application de communication par hologramme. Puis June, un monde virtuel. Et puis maintenant Stories One. Et en fait, c'est qu'une évolution logique de ce qu'on essaie de faire. Et En fait, la vision n'a pas changé, mais les moyens, oui. Mais les applications tournent toujours ou c'était genre vraiment des tests et vous les avez fermés depuis? Alors, on les a fermés. Alors, on a eu la bonne idée de fermer notre monde virtuel une semaine avant le confinement de mars. Ah merde. Euh, Ça, c'est c'est dommage. pas grave. Non, non, non. En fait, c'était sous forme de test. Pour nous, c'était des laboratoires en fait. C'était des expériences virtuelles pour en apprendre un maximum sur plein de choses. Mais du coup, on les ouvrait, puis on les fermait, on les améliorait, on faisait des mises à jour, ce genre de choses.
Parce voilà. que Et du coup, là, depuis. Ouais. je vais en parler avec vous, tu viens de toucher le sujet, c'est en termes d'expérience, et de pouvoir tester des choses et aussi de pouvoir continuer à bosser dans la boîte. Ça demande aussi un certain coût. Je sais que Ben, par exemple, tu avais bossé ailleurs que dans le métier du jeu vidéo. Est-ce que c'était aussi à Néopolis, dans le même environnement que le jeu vidéo? Est-ce que les expériences que tu as eues dès le début, les échecs potentiellement, ont vachement aidé? Et pourquoi en fait aujourd'hui tu es dans le milieu du jeu vidéo mobile en quelque sorte? Comment ça s'est passé? Ouais. Ouais, clairement, toutes les expériences un peu entrepreneuriales que tu as, ça te donne pas mal d'idées sur comment bien faire les choses, etc. Et déjà, enfin, moi, je sais que mes projets d'avant, c'était des projets assez tech. Ouais. Donc, le jeu vidéo et le jeu mobile, voilà, c'est très tech. Et du coup, on apprend, évidemment, il y a énormément de choses à apprendre à ce niveau-là. Enfin, comment faire un produit, aussi comment lancer une app en ligne, etc. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses, c'est intéressant de faire différents projets pour voir comment ça se Faut pas passe. avoir peur de se lancer et d'échouer, quoi, en gros. Ouais, franchement, enfin, ça a été un truc aussi, un apprentissage. C'est quand tu fais quelque chose, tu lances le plus vite possible. Comme ça, tu as directement des retours, tu sais si ce que tu fais, ça intéresse des gens, etc. Et, ouais, et après, tout ça, ouais, c'est énormément de formation. Et le plus important, je pense, c'est d'arriver à bien s'entourer, en fait, très rapidement. Que ce soit, voilà, tes premiers associés ou ça peut être des personnes qui t'aident, des advisors, des entrepreneurs qui ont déjà réussi, qui viennent te donner des conseils ou quoi. Enfin, ou des gens que tu recrutes. Les premières personnes avec qui tu t'entoures, c'est hyper important. Et ça, c'est un Ok. truc que tu t'en rends pas forcément compte au début. Et après, tu apprends, ouais, là, je pense que je vais avoir tout intérêt à trouver des gens qui m'aident. Ouais, parce que c'est pas évident. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que Lucas a l'air de penser le contraire. J'ai pas regardé ta réaction, Lucas, à ce Ah moment-là. non, justement, au contraire, j'étais en train d'acquiescer. Mais Je le suis tout chat à a fait d'accord. l'œil. Alors, le comportement, c'est Non. bien. Gardez cette idée en tête, les gens qui nous regardent. Analysez le comportement de Lucas et le Ben pour essayer de déceler s'ils ont raison ou pas. Mais ouais, en gros, les premières expériences, que parfois, je sais que moi, quand j'étais étudiant, donc bon, ça remonte il y a une dizaine d'années, j'avais toujours peur de mes premières expériences d'échouer. Et il y a toujours ce passage où tu es donc junior, très junior, tu sors d'école, etc. Et aussi celui où tu as les fameuses 5 années d'expérience. Et en fait, il y a le gap entre les deux, entre 0 et 5, où tu dois faire tes preuves, tu dois échouer, etc. Comment est-ce que vous l'avez vécu, justement, peut-être Lucas, comment ça s'est passé pour vous, les erreurs du début, est-ce que... Mais en fait, déjà, pour rebondir aussi sur ce que disait Ben, notamment sur la notion d'équipe, en fait, je pense que l'équipe, elle est hyper importante justement pour gérer ses échecs. Parce que tu sais, Ok, en fait, ceux ça qui c'est se bien. lancent dans l'entrepreneuriat et qui ont un projet, en fait, la probabilité que d'ici 2 ans, ils aient la même idée et le même produit que ceux qu'ils avaient imaginé au début, c'est quasi zéro, en fait. Parce que du coup, il faut tester, tu as plein de trucs, tu vas te rendre compte des choses. Les idées, elles changent. Ton équipe, une fois que tu l'as créée, c'est plus compliqué, quoi. Donc c'est hyper important justement de s'entourer des bonnes personnes dès le début pour pouvoir justement rebondir sur ces échecs. Mais ce Ok. qui est certain, c'est que il y a un peu ce dicton de tu apprends plus de tes échecs que tes succès. Bon, C'est vrai et c'est un faux, peu quoi. cliché, mais en même temps, c'est un peu vrai, quoi. C'est un peu vrai parce que quand tu te plantes, tu vois, magistralement, tu te remets en question et du coup, tu essaies d'apprendre. Tandis que quand ça tourne, en fait, tu continues d'avancer dans cette direction jusqu'à ce que tu te prennes un mur, quoi. J'aime bien ce Donc, tu as mindset, beaucoup ouais. de remises en question et c'est vachement important. Nous, ça a été la construction alors, par des échecs d'une certaine façon, mais évidemment, si tu regardes de façon beaucoup plus positive, c'est pas, nous on appelle ça des itérations, tu vois. Oh. C'est des trucs où tu fais quelque chose, tu lances ton jeu très rapidement, et là aussi je rejoins Ben. Genre, tu lances ton jeu très rapidement sur mobile, c'est plus simple que sur console, tout ça en plus. Ça marche pas, tu comprends, tu recommences, et puis ainsi de suite. Et nous, tu vois, Gapsi, plus June, plus July, plus toutes les itérations dont j'ai même pas parlé parce que je vais pas tous les faire, etc. Ouais, vous arrivez rodé, C'est quoi. ah ouais, à la fin, Là, tu sais pourquoi tu es là, quoi. c'est À ouf. la fin, tu sais pourquoi ce que tu fais, quoi. Parce que tu sais que
tu sais que ces différentes directions ne marcheront pas. Et ça, c'est de la connaissance en soi, quoi. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat, par exemple le Tiny Toon ou bien Salamip qui les pose. J'essaie évidemment de pas interrompre les personnes autour de discussion, mais n'hésitez pas, j'essaie de les sélectionner. Tiny Toon d'ailleurs qui pose une question en ce qui concerne le marché du mobile, qui explique que voilà, peut-être que le marché est un petit peu saturé. Comment est-ce que vous avez l'idée de sortir un peu du lot? Quelles sont les clés pour sortir du lot au niveau du marché mobile? Parce que voilà, vous restez quand même entrepreneur, mais aussi vous devez avoir des freins ou des moments où ça vous bloque. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu peut-être pour Néopolis, Ben, de peut-être trouver un terrain où vous êtes seul dans le marché? Ouais, clairement, bah, sur les jeux mobiles, je crois que globalement, dans le jeu vidéo, je crois que tu as 1500 jeux qui sortent tous les jours ou un chiffre comme ça. Donc, 1500? je crois que c'est quelque chose, c'est un chiffre comme Ah ça. ouais? Mais t'as la plupart, t'as la plupart des jeux qui sortent tous les jours. Ils vont avoir quelques joueurs et ça va s'arrêter là. Mais Bien. ouais, il me semble que c'est ça le chiffre. Et du coup, c'est énorme. Et la plupart des jeux qui sortent, c'est des jeux gratuits sur Android ou iOS. Donc ouais, c'est hyper important d'arriver à se différencier. Mais l'avantage avec le jeu mobile, c'est que c'est un marché où tu as énormément d'acteurs qui peuvent très bien vivre en simultané. Enfin, c'est un marché qui vit très bien. Je crois que tu as un truc genre les 200 premiers de l'App Store, ils gagnent des millions, alors D'accord. que le top 200, il se renouvelle, mais constamment, quoi. Ok, Donc, je comprends. C'est donc intéressant. ouais, t'as quand même la possibilité enfin, on va dire, t'as un énorme gâteau, entre guillemets, et, bah, t'as beaucoup de gens qui peuvent se partager. Et en fait, c'est des cycles qui vont très vite. Et après, c'est clair que ce qu'il faut réussir à faire, c'est se différencier. Et souvent, bah, ce qui est intéressant, c'est de s'adresser à une audience en particulier. Enfin, tu vas dire, OK, bah, moi, je vais cibler tel type de personnes et tu vas faire un jeu vraiment pour eux. Et en discutant avec eux, tu vas faire vraiment quelque chose auquel ils ont envie de jouer, quoi. Et voilà, tu as ça. Et puis après, ben, tu peux aussi surfer sur les tendances. Ou voilà, comme voilà, tu vas faire un style, je sais pas, il y a quelques années, tu faisais un Battle Royale, bah, tu étais sûr qu'il Bah, y bien avait du sûr. monde. Les fameux. Ouais, Après, on est overdose, mais pendant ce ouais, petit moment-là, on a bien C'est kiffé. clair. Et même parce que, bon, je reviens sur Neopolis aussi, l'idée du projet quand même est vachement ambitieuse et intéressante et innovante. Est-ce que tu as pas peur qu'il y a d'autres entreprises qui ont eu la même idée que toi au même moment et qui sont en train de bosser dessus et que vous allez reveal à peut-être X semaines d'écart, mais que du coup, bah, ouais. est-ce que ça vous Si, scrutez un si. petit peu, vous analysez? Ouais, ouais, bien sûr, on a Ok. des Google Alerts sur certains mots-clés. Alerte Ah, carrément. Voilà, t'as énorme. ouais, c'est Google Alerts, tu Ok, sais, ok. Le mot fait ouais. peur, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Warning, warning. Et, et du coup, chaque semaine, tu reçois tous tes sites web qui parlent des mots-clés dont tu as demandé à Google. Mais après, ouais, forcément, de toute façon, sur ce concept-là, le fait d'acheter les bâtiments du monde réel, on n'est pas les seuls, il y en a d'autres qui le font. Chacun le fait de manière différente. Nous, il y avait déjà un jeu qui l'avait fait avant nous, en fait. Mais c'était un truc où tu prenais des petits pourcents de bâtiments, etc. Et c'est un truc très gestion. Nous, on a plutôt choisi de la jouer côté jeu de société, vraiment jeu de société géant. Et souvent, ce qu'on aime dire, c'est que le jeu à 6 dans ton salon, bah, tu joues à des milliers dans le monde réel. Ouais. Et donc, même si tu as le même concept, tu as toujours une façon de différencier et du coup de t'adresser à des gens qui sont peut-être un peu différents. Et nous, après, on se dit limite, tant mieux s'il y a d'autres acteurs qui viennent, parce que du coup, ça nous challenge encore plus et on est encore plus créatif, ça nous donne encore, enfin, ça nous motive encore plus à sortir des super nouveautés incroyables. Et, voilà. Et d'ailleurs, Ben, C'est- ils sont encore live, ces concurrents-là? Ils continuent, eux? Euh, ouais, nous, il y avait un jeu, ils ont lancé une V2 qui Ouais. ressemble pas mal à la V1, mais qui est beaucoup plus travaillée et tout. Mais sur le gameplay, en tout cas, ça reste pareil. Mais oui, oui, ils sont toujours là. Et eux, c'est pareil, ils ont fait un jeu. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler. Tous les gens autour de moi n'en avaient jamais entendu parler. Et pourtant, ils sont une équipe de 50 personnes Ah oui, financées juste par un jeu dont personne, dont Ouais. personne dans notre entourage a entendu parler, quoi. ça, c'est ouf. Et d'ailleurs, les étapes importantes, c'est une question qu'on voulait vous poser. En fait, d'un modèle très schématique, est-ce que l'un d'entre vous peut résumer comment fonctionne un schéma de la création à l'application au Google Play Store ou bien à l'iOS? Enfin, comment ça se passe en fait? Quelles sont les étapes clés lorsqu'on crée une application mobile?
Mais quand tu poses cette question, tu penses de la façon très Entreprise, micro business, Ouais, marketing, genre voilà. Comment est-ce que ça se passe de la réflexion à bah, je peux y jouer sur mon téléphone, quoi. En gros, hein. ok. Euh, En fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes majeures. Même, en Ouais, fait, avant d'en arriver là, t'as tout le truc en amont. Parce que, tu vois, même si on dit, ouais, ça prend pas longtemps de faire une application que tu peux mettre sur le store si tu fais un truc très casu, mais t'as tout le travail que tu dois faire avant, quoi. Tu vois, dans les différentes étapes, la première chose, c'est réunir l'équipe et que tu sois capable de délivrer ton jeu, en fait. Que tu sois capable d'avoir les connaissances, les compétences et les skills qu'il te faut pour mener à bien ton projet, quoi. bien sûr. Euh, Après, je pense que il faut que tu aies une idée quand même derrière ton concept. En fait, il faut que tu aies un concept. Que ce soit pas un truc qui se parte dans tous les sens. Il faut que tu sois un minimum cadré. Et à la fin, tu fais les itérations. Et après, je pense que l'étape, le truc qui peut être dangereux, c'est si jamais tu te mets un objectif qui est hyper ambitieux euh, et que tu essaies de le faire tout de suite. Tout. Et du coup, en fait, le temps, justement, avant que ton jeu soit dans les stores, bah, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge, et finalement, bah, tu te démotives, quoi. Et tu te démotives, tu n'as aucune connaissance, tu n'as pas fait de trucs. Donc, je pense qu'il faut, tu vois, surtout sur mobile, hein, je parle beaucoup pour mobile, mais tu vois, essayer de limiter au maximum les temps de développement pour être sur les stores le plus rapidement possible, quoi. Et après, tu fais une alpha, quoi. Alors, tu as différentes façons de faire. Je dis pas que la mienne est la bonne ou tout ça, en fait. Surtout en Oui, plus oui, dans non, c'est l'entrepreneuriat, il y a pas une aucune vraie recette. règle, en fait. Mais disons que si je pouvais donner un conseil, c'est travailler sur une sorte de POC, ce POC, qu'on appelle un POC, c'est quoi? Proof of Concept. Ok, d'accord. POC. Ouais, POC. en gros, c'est un proto, quoi. C'est un proto, et après, tu as des outils qui te permettent de tester avec tu vois, des alpha-testeurs, enfin, tu fais une alpha privée, quoi. Ok. Euh, Parce que avant d'espérer d'avoir POC. plein d'utilisateurs, il faut déjà que les utilisateurs qui viennent sur ton jeu, ils l'aiment bien, tu vois. Donc, Ça, vous avez une équipe donc d'alpha testeurs. Enfin, genre là, on pourrait, genre moi, je pourrais vous contacter, vous dire, ok, j'ai envie de tester votre prochaine application. ouais, Oh, ouais. Ouais. Nous, c'est faut les faire gens ça. c'est les gens qui sont les plus engagés dans la communauté qui deviennent alpha-testeurs. Donc, D'accord, ok. faut le mériter. Mais du coup, vous avez tout un système du style Twitter, un Discord, un site. C'est quoi Ouais, en fait les étapes? nous, c'est Discord? surtout Ouais, Discord. Ouais. C'est fort, nous Discord. aussi, je pense que Discord, c'est hyper puissant. Ouais. C'est la meilleure chose, je Ouais. pense. Ouais, nous, on a une communauté, elle est incroyable. Et franchement, ça nous aide énormément au quotidien. Et depuis le début, nous, depuis même avant d'avoir fait même les premières lignes de code et tout, on avait lancé une petite vidéo et on avait fait des préinscriptions. Et du coup, ça nous avait permis d'avoir des gens qui étaient intéressés juste par le projet, le concept. Et en fait, on discutait avec eux et on a vraiment bah, créé les premières règles du jeu. On leur posait des questions, on leur demandait ce qu'ils en pensaient, etc. Et là, au fur et à mesure, bah, du coup, la communauté, elle a vachement grandi et on continue à les solliciter constamment. Et voilà, toute l'équipe est sur le Discord, on regarde ce qui en sort et on essaye d'adapter le produit à tous les feedbacks qu'ils nous envoient, s'il y en a beaucoup. On fait exactement pareil. C'est-à-dire que même pour Stories One, en fait, on a plein de. Alors, c'est très en cours de développement, donc il y a des choses sur lesquelles qui sont pas du tout finies ou tout ça, où on travaille. Et en fait, on a déjà commencé un peu à communiquer dessus pour constituer un Discord Mais ouais, d'une communauté avec qui, tu vois, on peut discuter, leur poser des questions, ou tu vois, genre en mode. T'as déjà quelque chose qui se passe, quoi. Et en fait, le truc que j'avais trouvé intéressant, c'est quelqu'un qui m'avait aussi conseillé de faire ça. ouais. Et il m'avait décrit par rapport au Kickstarter. Tu sais, il y a aussi un Oui, très petit peu bien. cette légende du Kickstarter où en fait, quand tu as une idée de jeu, tu le mets sur Kickstarter et tu auras plein d'argent. Mais en fait, les vrais Kickstarter, ceux qui fonctionnent ultra bien dès les premiers jours, c'est des boîtes qui ont réussi à créer leur communauté avant de lancer leur Kickstarter. Parce que en fait, si jamais Bien sûr. tu gères ton Discord, tu as déjà des gens qui sont hyper intéressés, tu les as onboardés en fait dans la création de ton jeu, dans les visuels, tout ça. Tu lances le Kickstarter et là, tu as déjà 2000 personnes qui vont contribuer pour en fait que C'est pas ton jeu mal. existe. Ouais. Euh, Montrer qu'il faut Plutôt que d'abord l'inverse. fidéliser pour ensuite Exactement. demander de l'aide plutôt que l'inverse, quoi. Demande-les pour Plutôt que fidéliser. l'inverse où en Voilà. fait, tu es là, tu fais j'ai un Kickstarter, j'ai un truc, j'ai 300 euros de la part de ma famille sur mon projet qui en coûte 70 000. Donner de l'argent, en fait, tu as tout de suite un rapport qui est un peu particulier, qui est un peu. Tu donnes de l'argent alors que les gens ils savent même pas ce que tu fais, qu'est-ce que c'est. Enfin, tu vois, genre, il y a un truc.
vaut mieux généralement créer sa communauté en avance. Ça te permet d'itérer plus vite et d'avoir une communauté de dépendancement en fait. Et alors du coup, question par rapport aux personnes qui vous ont entouré dès le début, c'est vrai que peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui ont des idées, des super idées de projets à lancer ou qui ont des envies. Comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner les gens avec qui vous êtes entouré, les premières personnes avec qui vous avez travaillé? Est-ce que voilà, on a raconté un petit peu avec vos expériences où vous êtes partis dans différents pays, mais est-ce qu'il y a des clés à ça? Est-ce que vous recommandez quelque chose, peut-être Ben, aux personnes qui nous regardent, si demain ils ont envie de monter un petit truc? Ouais, pour bien s'entourer dès le départ. Moi, il y a deux choses là-dessus. Déjà, ben, les premières personnes avec qui tu travailles, donc tes associés, ça, bah, vu que c'est hyper important et souvent, je remarque souvent, et moi j'avais ce réflexe-là, on cherche tout de suite un associé ou quelqu'un avec qui travailler. On veut tout de suite lancer un méga projet ensemble et faire une start-up ou quoi, tous les deux ensemble. Alors que parfois, vaut mieux juste commencer à travailler sur des petits projets. Alors vraiment des petits trucs, on monte une petite communauté ensemble sur tel ou tel média, on fait un petit compte Instagram, je sais pas, on fait un petit truc juste pour commencer à travailler ensemble. Et souvent, ça c'est des trucs qui aident vraiment à savoir si ça se passe bien de travailler ensemble. Du coup, de faire des mini projets avant de faire des gros projets, ça c'est Pas mal. vraiment, ouais, ça je recommande vraiment. Et après, pour bien s'entourer, un truc qui aide énormément, enfin moi ça m'a vraiment aidé dès le départ, c'est d'aller voir des gens qui ont déjà réussi dans notre secteur, des personnes qui ont déjà qui sont déjà passées par toutes les étapes difficiles qu'on s'apprête à passer, enfin toutes les ouais, et tout, et aussi des gens qui ont des super réseaux quand toi t'en as pas et qui peuvent te présenter des gens ou te conseiller de recruter telle ou telle personne. Et donc ça c'est assez important. Moi je l'avais fait assez tôt d'aller démarcher des personnes juste en disant ouais, je fais ça comme projet, est-ce que ça te dit on boit un café, comme ça j'ai plein de questions à te poser. Et ça aide beaucoup. Et nous, ça nous a même permis de rencontrer le fonds d'investissement, parce que un entrepreneur qu'on a rencontré, qui est devenu notre advisor, nous a présenté un fonds d'investissement et tout. Donc ça C'est ouvre ouf, plein de hein. portes. Ouais, c'est vrai que alors, je fais un parallèle assez particulier avec l'univers de Twitch et du jeu vidéo. C'est vrai que c'est commun en fait quand tu débutes dans quelque chose, quand tu as envie d'apprendre à mieux jouer à un jeu vidéo, bah tu vas essayer de regarder quelqu'un qui joue mieux ou quelqu'un qui joue bien en fait tout simplement pour pouvoir essayer de comprendre les codes. Et toi en fait c'est un peu ce que tu dis, c'est genre bah vu que tu demandes en fait aux gens qui jouent mieux, est-ce que vous pouvez m'accorder 15-20 minutes de votre temps pour qu'on puisse échanger, etc. Pour que bah, moi je puisse passer les étapes plus rapidement de débutant et en fait pour avancer dans un truc plus intermédiaire et avancé quoi. Ouais, franchement, c'est exactement ça. Alors, et t'as un peu les deux choses, parce que tu peux aussi juste écouter des podcasts, lire des blogs de gens qui sont déjà passés par là, et tu vas juste en imprégner. Mais quand tu peux avoir, quand tu peux avoir un échange et lui présenter tes problématiques, bah, ça aide encore plus, parce que la personne va vraiment t'orienter potentiellement vers des bonnes choses. Et ça, donc ouais, tu peux aller chercher du contenu pour te former, pour apprendre l'entrepreneuriat, ce qu'il faut faire, etc. Et après, tu peux aussi solliciter des personnes. Et ce qui est cool, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, et surtout dans l'univers du jeu vidéo, les gens sont quand même hyper cool, hyper sympas de base, la plupart. Et donc, en démarchant et en étant honnête et juste simple, il y a des personnes qui te donnent des conseils et qui te mettent en relation, etc. Donc, ça, c'est cool. Ok, donc faire du réseau, toi Lucas, t'es un peu d'accord. Il y a Philadelphia dans le chat qui nous parle de ça et qui nous dit que le réseau c'est la clé. J'imagine que ça c'est quelque chose que tu partages. Et comment tu peux nous parler un petit Ouais. peu de ton évolution à ce niveau-là? Est-ce que t'es allé envoyer des messages LinkedIn? Est-ce que t'as appelé tous les numéros que t'avais? Voilà, comment ça s'est fait un peu? Ouais. Je pense qu'effectivement, les deux clés, c'est ton équipe d'associés et les gens qui gravitent autour de toi. En fait, les gens qui gravitent autour de toi, c'est ton réseau, c'est tes advisors, c'est tous les gens que tu peux rencontrer dans ce truc-là. Et après, il suffit pas grand-chose pour commencer un réseau. Il te faut un contact, parce que c'est justement, c'est un peu ça le concept du réseau. C'est que si tu as un contact, quelqu'un qui s'est lancé dans le jeu vidéo et qui, voilà, il a une petite communauté, il a lancé 2-3 jeux, ce genre de choses. En fait, quand tu vas prendre un café avec lui, à la fin, tu lui demandes, mais est-ce que tu connaîtrais d'autres gens qu'il faudrait que je rencontre qui pourraient m'aider là-dessus? Et en fait, comme le dit Ben, en fait, c'est surtout en France où il y a une communauté qui est assez forte dans le jeu vidéo, mais je te parle aussi tu vois,
ce qu'on appelle les consumer apps, c'est des applications, tu vois, des réseaux sociaux, tout ça. En fait, tu as une sorte de petit réseau en France qui est hyper fort. Il suffit d'avoir un contact là-bas et ils te mettent en commun tout leur réseau, ils t'aident, ils te donnent des relations et ainsi de suite, quoi. Ça peut aller très très vite. Généralement, ça se passe pas forcément par LinkedIn, ça peut. Euh, Moi, ça n'a pas trop marché. Moi, je contacte des gens directement sur Twitter et après, c'est que la mise en relation par d'autres personnes, quoi. Donc, tu vois, si je veux parler à quelqu'un, j'essaie de trouver quelqu'un que je connais qui le connaît, quoi. Ça marche un peu comme ça. Et Mais ouais. oui, non, j'allais dire pour la formation justement de ce réseau-là, vous disiez aussi de le créer, mais il faut aussi l'entretenir. C'est pouvoir parler aux personnes qui vous ont déjà aidé, leur apporter un soutien, les remercier également. Est-ce que vous avez déjà voilà, retourné, enfin renvoyé la balle à des gens qui vous avaient aidé dans le passé Bah ouais, c'est super important. Après, il y a plein de manières de le faire, mais c'est clair que c'est hyper important. Après, il y a plein de personnes qui le font juste de bon cœur, quoi, parce que eux sont déjà passés par là et ont déjà Ouais. sollicité d'autres personnes pour le faire. Du Ouais, coup, complètement. il y a ça, et je sais que bah, moi, je serais le premier à le faire voilà, s'il y a besoin. Et, euh, et après, mais c'est vrai que c'est bien de renvoyer la balle et de trouver des moyens pour que la personne ait un intérêt à le faire aussi. Ok, bah, vachement intéressant. Alors, il y a une petite question de Ethéniel dans le chat qui parle plutôt de l'entrepreneuriat. Pour vous, quelle a été la décision de partir vers l'entrepreneuriat, de créer sa start-up et pas d'avoir, on va dire, un métier classique dans le sens où vous allez à un CDI, vous passez un entretien et vous faites 5, 10, 15 ans dans la même boîte. Est-ce que c'était une volonté d'être votre propre boss et de pouvoir ensuite travailler avec des gens? Est-ce que c'est juste une pulsion qui est arrivée avec une impulsion d'autres personnes? Comment s'est passé, Lucas, toi, avec Gapsi, par exemple? Euh, alors, moi, pour être tout à fait honnête, je me voyais pas forcément entrepreneur. Ok, comme quoi? C'était pas une décision de vie. En fait, c'est juste que je me suis retrouvé à bosser sur un projet avec un ami. Et en fait, c'est juste que c'est le projet, c'est ce qu'on essaie de créer qui m'excitait. C'est pas la fonction en soi d'entrepreneur qui m'intéressait, c'était ce sur quoi je bossais. Et encore aujourd'hui, c'est ce sur quoi je bosse qui m'intéresse. C'est parce que j'ai envie que ce jeu existe que je le fais. Euh, Après, peut-être que les gens n'ont pas le même avis que moi là-dessus, mais moi, je ressens que l'idée comme quoi l'entrepreneuriat, c'est cool parce que tu es ton propre boss, euh, je suis pas sûr de ça, quoi. Ok. Dans le sens où, en fait, on s'imagine que tu rendais compte à personne tout ça et que c'est cool. C'est pas vrai, en fait, tu rendais compte à absolument tout le monde. C'est un autre niveau de responsabilité. Tu rendais compte à tes investisseurs, tu rendais compte à tes employés, tu rendais compte à tes utilisateurs. Donc, t'es pas du tout en mode pépouze, je fais ce que je veux, ce genre de choses, quoi. Il y a un coût. Enfin, dire entrepreneur, c'est très chouette parce que c'est hyper excitant, tout ça. Mais le coût, c'est que t'es pas non plus hyper tranquille comme tu l'imagines, quoi. En fait, l'idée que tu dis, et je pense que c'est un message aussi que je veux dire au chat directement, c'est de ne pas être fainéant. C'est de ne pas genre se contenter d'attendre et de reposer sur ses acquis, de ce qui arrive. C'est constamment, tu te lèves le matin, ça se passe bien. Ok, Ouais. comment ça pourrait se passer mieux? En fait, c'est-à-dire que si jamais, tu vois, genre, tu es dans une boîte et tu dis que c'est trop dur ou tu as trop de pression et que du coup, tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat pour être ton propre boss, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée parce que tu as aussi un niveau de pression qui est assez fort, tu rends compte à Ah beaucoup de ouais. gens. En revanche, si tu en as marre tu vois, travailler pour quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu as envie de travailler que pour toi-même et de faire évoluer dans ton projet, ça, c'est une super occasion en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais C'était pas une volonté, quoi. c'est, De base, tu t'es pas ouais, dit. moi non, j'avais pas, c'était pas quelque chose auquel enfin, je m'imaginais un jour être entrepreneur. Ok. C'est arrivé comme ça, quoi. C'est pareil, Ben. Ouais, enfin, moi, je crois que enfin, ça fait quand même longtemps. Je sais que je veux entreprendre euh, parce que, enfin, enfin, j'hésitais pendant mes études comme tout le monde, Bien hein, sûr. je me disais, ouais, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que
rejoindre une petite boîte, une moyenne boîte, une grosse boîte, entreprendre ou quoi. Enfin, je savais pas trop où j'allais, mais je savais qu'à un moment je voulais entreprendre, ça c'est sûr. Et c'est surtout ce qui m'a énormément attiré, c'est quand je voyais tout ce qui se passait, enfin, avec tout, les réseaux sociaux, Internet, enfin, le fait que tout le monde commence à partager du contenu avec tout le monde, etc. Je me suis dit, c'est incroyable tout ce qui se passe et il y a 15 millions de choses à créer et j'avais vraiment envie de créer des choses et en fait, ce que je trouvais assez fou, c'est le fait que aujourd'hui, vu que tu as accès à toute l'information, que tu as accès à plein de ressources très facilement, etc., pour monter son projet, tu peux le faire vraiment très facilement. Tu as juste besoin de compétences au final. Et la compétence, soit tu as des moyens, enfin, soit tu arrives à trouver de l'argent à droite, à gauche, investisseurs ou fonds, subventions, etc. Et tu recrutes des gens, soit tu te formes toi-même et aujourd'hui tu peux te former sur tout. Donc en fait, c'est ça que j'ai trouvé assez fou, c'est qu'aujourd'hui n'importe qui a la possibilité de faire plein de choses et de participer à toutes ces évolutions. Et donc moi, ça me donnait trop d'idées, et j'avais qu'une envie, c'était de participer à ça. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs choses, etc. Et au final, le jeu vidéo, ce qui est fou, c'est que tu crées des choses qui sont complètement libres, en fait. Tu peux vraiment Tu créer fais ton ce que univers tu à veux, toi, tes presque. règles. Ouais. Bah, que ce soit Là où si tu vas... vous chez Ouais. Neopolis ou Lucas avec Capsi, enfin, on fait des trucs quand même assez what the fuck, hein. Genre, par rapport à ce qui est fait, genre, c'est trop cool, hein. Franchement, ça se voit que vous avez kiffé et rentrer dans votre univers à vous, c'est vraiment ressortir un peu des codes d'aujourd'hui, quoi. Enfin, acheter des baraques, être carrément dans une communauté virtuelle, mais genre presque dans la vraie vie. Genre c'est quand même vachement fou et justement en fait on voulait parler aussi un peu d'un sujet qui était important avant d'arriver à l'entrepreneuriat parce que j'essaie de reprendre chacune des étapes, c'est la formation. Vous n'avez pas parlé de ce que vous avez fait comme école ou ce que vous avez fait comme formation avant, mais si vous avez 2-3 mots à en toucher, peut-être peut-être Ben si tu voulais continuer. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai fait un DUT commerce et puis après, j'ai fait une école de com, donc plutôt graphisme, etc. Et après, c'est vrai que l'école, ce qui est bien, c'est pour le réseau, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça te permet de rencontrer plein de gens. Et typiquement, s'il y a des gens avec qui que vraiment tu trouves qu'ils sont très, très doués, avec qui tu as envie de travailler, tu as ce réseau-là pour aller chercher les gens avec qui travailler. Moi, j'ai un de mes associés avec qui j'étais à l'UT, par exemple. Ok. Et après, voilà, et après l'alternance, j'ai trouvé ça aussi très, 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 très formateur et ça m'a permis aussi de beaucoup me former sur l'univers de la tech et sur tout ça, quoi. Donc, tu dirais les étudiants qu'il y a dans le chat, bon déjà vous devriez bosser, je sais pas ce que vous faites là, mais sinon pour les autres, même les showers, c'est essayer de voir les noyaux importants qui peuvent se créer dans une classe ou bien dans une salle d'un TD ou autre, voir les personnes avec qui on essaierait et penserait travailler et se dire ok cette personne-là, si j'ai un truc un jour, je la recontacterai parce que je sens qu'elle est pertinente, elle a des bonnes idées et puis Mm. elle a l'air d'être Et bien souvent, travaillée. souvent, on n'y pense pas, on fait des soirées ensemble, enfin bon, pas en ce moment, mais là, on fait des soirées ensemble et tout, et on passe des super moments, et en fait, on se dit pas du tout, ah tiens, je pourrais passer les 5 prochaines années tous les jours avec cette personne à travailler. Et au final, après, si tu réfléchis, tu dis, ah bah si, en fait, avec cette personne, ça irait super bien. Enfin, moi, ce qui m'arrive, je pensais pas à l'époque que j'allais me retrouver avec mon associé Bah, il y avait sur une boîte. il y avait une sorte, alors je sais plus c'était sur quoi que j'avais vu ça il y a 2 ou 3 ans, c'était sur un réseau de rencontres, mais c'était pas Tinder, c'était une autre application, on avait parlé, où tu pouvais rencontrer des gens pour bosser. En fait, il y Ah, avait, c'est pas Match ça. Shaper? Oh, Non, c'est pas ça? j'ai envie de te dire Ouais, que c'est j'avais vu ça, passer un mais je sais truc pas si ça vous aussi parle comme ça. également ceux qui nous regardent, mais en fait c'était, en gros bah tu cherches pas l'amour, tu cherches pas des potes, mais tu cherches des gens avec qui bosser et créer un Mm. projet et voir ça matcher d'un point de vue travail. Ouais. Et je trouvais ça intéressant, mais en même temps ça reflète le fait que bah, généralement la plupart des gens avec qui on bosse, c'est les gens qui viennent de nos 5 dernières années avec qui on a passé du temps, qu'on a rencontré et tout, et comme quoi il faut vraiment chérir ces moments-là parce qu'il y a peut-être des petites pépites avec qui on peut bosser, quoi. Ouais. Et Ouais, et il y a quand vas-y. même beaucoup. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens qui, en fait, ont envie d'entreprendre, mais qui veulent pas entreprendre tout seul et du coup, qui cherchent à rencontrer quelqu'un avec qui se lancer. C'est vrai que c'est, enfin, c'est une vraie.
enfin, c'est une vraie problématique. Du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait des réseaux sociaux comme ça qui se lancent. Et Grindr, ouais. Enfin, Shaper ou Grindr, ça me dit quelque chose. Là, je crois pas que ce soit Grindr. ouais, Non, c'est pas C'est ça. pas c'est Grindr. pas Grindr. Ah, Du coup. Grindr, c'est un truc. Ok, alors ça me dit quelque chose, un truc. Mais c'est Shaper alors. Je crois que c'est Shaper. Je crois que c'est Shaper. Mais Grindr, attends, Euh, je crois que j'ai envie de comprendre, c'est un truc. Ouais, c'est. Grindr, c'est application de rencontre homosexuelle. Ok, Il me d'accord, semble, hein. ok. Peut-être qu'après, ils se sont diversifiés C'est un vers, truc. Bah, peut-être vers qu'ils font être tout homosexuel, maintenant. tout ça. Ils font tout. Peut-être qu'ils Le font plein de boulot, trucs. si vous Ouais, voulez mais- rencontrer des animaux aussi, ils le font. C'est pas mal. Donc ouais, au niveau de la formation, ce qui est bien, c'est que bon, tu as fait des formations, on va dire, classiques qui t'a permis d'avoir des bonnes connaissances, mais surtout, ce qui t'a permis de continuer, c'est le réseau. Pareil, c'est pour toi, Lucas, au niveau de la Ouais, moi, formation. j'ai eu un parcours un peu bizarre. Moi, j'ai commencé, j'ai fait une fac d'éco, où je me suis mis à faire de la finance. Donc, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ça. Ouais. Ok. puis du marketing. Et finalement, Oh, pardon. là non plus, j'étais pas hyper fan. Même si je trouvais ça vachement intéressant et beaucoup plus ludique que la finance. Ouais. Parce que le marketing, tu réfléchis aux produits, tu crées des produits aussi en marketing. On a tendance à penser marketing que c'est juste de la pub, mais non, c'est très large le marketing. Et pour finalement aller plus dans l'entrepreneuriat et le lancement de produits innovants, ce genre de choses. Est-ce que ça m'a servi? Certainement. Ça m'a pas servi pour développer le produit, ça c'est sûr. Mais ouais, enfin, je pense que peu importe ta formation, tu rencontres des gens et ça te sera bénéfique. Mais c'est certain que si tu veux te lancer dans le jeu vidéo, il y a un moment où soit il faut que tu te formes toi, soit où il faut que tu rencontres quelqu'un qui est solide dans le développement, le graphisme, ce genre de choses, parce que il faut avoir toutes les compétences. Moi, on a eu beaucoup de chance avec mon associé parce que donc on a créé tous les deux la boîte initialement donc, aux États-Unis. Et en fait, on avait les mêmes écoles, commerce, ce genre de choses. Donc, on s'est mis tous les deux à bosser, à développer des trucs, enfin des prototypes, mais codés, mais de façon horrible, le truc, il y avait des bugs dans tous les sens. Et on a contacté sur LinkedIn, alors à l'époque, on n'a pas utilisé Shaper, mais on a contacté sur LinkedIn des ingénieurs, en fait, pour nous aider techniquement. Et c'est comme ça qu'on a recruté notre troisième associé qui nous a rejoint. Et ouais, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les trois finalement et qu'on a lancé la boîte. Mais tout est utile, mais il y a un moment, il faut savoir développer et il faut savoir faire de la 3D, quoi. Enfin, si tu fais un jeu 3D ou du graphisme, si tu fais de la 2D, quoi. Et alors, du Mais, coup, question dans le chat qui me disent comment est-ce que tu te formes aujourd'hui? Est-ce que vous, là, il y a un site ou il y a une plateforme qui, voilà, comme ça, vous viendrez directement à l'idée pour conseiller aux gens qui regardent? YouTube. Ou YouTube, c'est vrai? En fait, je sais pas si j'ai vraiment beaucoup de conseils à donner. Je sais que moi, je l'ai appris un peu de Pour façon à développer, l'arrache. c'est ça C'est pour développer? Ouais, c'est pour apprendre à coder ou apprendre autre chose, peu importe. Non, bah, globalement, juste voilà, parce que bon, j'imagine que c'est une réponse extrêmement vague que vous allez donner si je vous dis un conseil, mais genre, voilà, est-ce que, voilà, enfin, tu parlais de YouTube et je trouve que c'est vachement intéressant pour même se renseigner sur le business et tout, et ouais, pour développer, pareil. Moi, j'avais dit, c'est pas YouTube pour coder. En fait, moi, typiquement, au début, quand on n'avait pas notamment notre troisième associé dans la technique pour développer les protos, Ouais. et même après, parce qu'une fois qu'il nous a rejoint, on n'avait toujours pas d'artiste 3D. Donc, en fait, je me suis mis à faire de la 3D, à faire les modèles d'avatar, les animations, tout ça. D'accord. Et du coup, en fait, à chaque fois, tu télécharges le logiciel, tu essaies d'y comprendre un truc, généralement, tu n'y comprends pas grand-chose, et puis en fait, tu fais des tutos sur YouTube. Tu vois, sur le développement, je passais ma vie soit sur YouTube, soit sur Stack Overflow pour essayer de copier-coller certaines lignes de code. Donc en fait, ça passe. Enfin, tu vois, genre, si tu veux faire des tutos sur YouTube, tu peux apprendre pas mal de choses, mais ça reste. C'est pas le truc le plus puissant. Enfin, à la fin, j'étais quand même content qu'il y ait un directeur technique qui nous rejoigne et des artistes 3D pour vraiment faire le boulot, quoi. Donc, je sais pas si tu as eu la même expérience, toi, Ben. Ouais, alors c'est vachement intéressant du coup comme exemple parce que je pense que la meilleure façon pour se former, c'est d'avoir un projet concret en fait. Si tu as un projet concret que tu as vraiment envie de faire, en fait, à chaque fois que tu vas avoir une difficulté, style, je sais pas, tu veux rajouter
il faut absolument que tu rajoutes un bouton pour que les gens s'inscrivent sur ton site, bah, tu vas être obligé d'apprendre à faire un Ah, c'est formulaire vachement bien ça. qui récupère les trucs. Et si tu as un vrai projet où tu as envie de le faire avancer, bah, à chaque barrière, bah, en fait, tu vas te débrouiller. Et Google, il est assez fort quand tu fais des recherches. Quand tu as un problème en général, au bout d'un moment, tu arrives à trouver des gens qui ont eu le même problème dans le monde et qui te donnent la solution. Et ouais, et comme ça, avec ce projet perso, tu arrives à résoudre plein de choses et c'est ça qui te forme au final. Alors que quand tu suis une leçon, ça marche, hein, évidemment, ça marche bien, mais tu as moins d'envie, enfin, tu as moins un désir, enfin, tu as moins une motivation interne de résoudre ce problème-là, quoi. Ah, j'aime beaucoup, Ouais, c'est le moral même pour la vie hein, de tous les jours. Genre, c'est vrai que ouais, bien sûr. quand on te force ou quand tu dois faire un truc, c'est pas pareil que quand tu as envie de faire cette chose parce que c'est toi en interne qui a envie de te dire, ok, je veux que mon application, je veux que mon site marche. Et ça, je trouve que c'est vachement cool et c'est un truc très simple que tu as dit, mais que je trouve très, très profond au final. Alors, s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas, évidemment, on a encore une bonne dizaine de minutes. Je vous rappelle aussi que on est soutenu sur cette émission par le Gaming Campus. C'est une école avec laquelle j'ai pu travaillé il y a quoi, 2 ans et demi, je pense, de sortie, et en fait, qui propose des formations, que ce soit en gaming business, en gaming tech ou en gaming design, en fonction de votre cœur de métier. Vous pouvez évidemment vous renseigner, mais l'idée c'est de pouvoir vous former au métier du jeu vidéo et du développement et du design. Il y a plein de trucs au niveau des RP, au niveau de la presse, au niveau du CM, etc. Mais c'est surtout de vous dire que voilà, si vous vouliez faire une école de commerce, mais que vous kiffez bien les jeux vidéo, bah, peut-être que gaming business c'est l'entre-deux. Et j'ai pu voir et parler pas mal avec les directeurs et tout, et c'est vraiment, vraiment super ce qu'ils font en ce moment. Donc c'est aussi pour ça que c'est cool qu'ils nous soutiennent dans cette émission. Donc, si vous êtes intéressé, il y a point d'exclamation campus et point d'exclamation métier où vous pouvez vous balader un petit peu sur le site. Il y a des journées portes ouvertes en ce moment et tout. Et voilà, donc ils sont en train de monter petit à petit. Ils ont aussi une petite partie, une cellule e-sport où ils aident des jeunes, etc. à step up et tout, d'un point de vue mental, physique et tout. Mais bon, ça je pense que c'est pas forcément le cadre qui vous concerne. Mais voilà, n'hésitez pas, ça coûte 5 minutes, baladez-vous sur les sites. Mais Mais voilà, d'ailleurs, même, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, je pense que dis-moi. même quand tu as fait une école de commerce et que quand tu crées ta boîte, il y a un moment, tu sais très bien que c'est pas toi qui va mettre la tête dans le code ou dans le graphisme. Je trouve que c'est hyper important que quand tu lances une boîte, tu comprennes un petit peu ce que ça veut dire en fait d'exécuter le boulot que ça représente. En fait, c'est con, mais Ouais. moi, il y a une période de 1 an ou 1 an et demi où je faisais tout à l'arrache, le code quand on n'avait pas de CTO, le graphisme quand on n'avait pas d'artiste 3D. Et aujourd'hui, je fais plus ce travail-là. On a des développeurs qui sont très bons, on a des graphistes qui sont très bons. Mais le fait d'avoir un jour mis la tête dedans, c'est-à-dire que je comprends beaucoup mieux leurs problématiques, les challenges qu'ils peuvent avoir, le temps que ça va leur prendre de faire certaines choses. Et ça, je peux que recommander, surtout dans le jeu vidéo. Si vous n'avez pas du tout un parcours technique, mais au moins mettre la tête dedans, essayer Pas mal, de hein. quand même comprendre le truc, faire des petits projets, ne serait-ce que pour vous familiariser avec ces outils-là et que ça soit pas complètement étranger pour vous, quoi. Ouais, c'est une super bonne chose à dire. Et je suis d'accord avec ça. Genre, lancez-vous en fait globalement, mais surtout si ça vous plaît, pour pouvoir aussi apprendre plus vite, il faut que ça nous plaise. Moi, je sais que par exemple, c'est très bête, hein, mais comme mon métier c'est plutôt de streamer, de jouer aux jeux vidéo devant les gens là en journée, si un jeu ne me plaît pas ou ne m'attire pas, genre généralement j'apprends très peu et très lentement. Alors que si le jeu je le kiffe, bah bizarrement en fait tous mes sens vont être actifs et genre du coup je vais m'imprégner beaucoup plus vite des mécaniques, je vais être plus à l'écoute, je vais faire plus attention à tout et j'aurai envie en fait de progresser. Et je pense parfois il faut apprendre à s'écouter, tout simplement. Ça peut être bête ce que je dis, comme on fait des petites morales, mais apprendre à s'écouter en fonction de ce qu'on a envie de faire et tout. Et parfois ça peut apprendre à se connaître, ça peut nous permettre de nous guider plus facilement. Il y a aussi sur les personnes que vous voulez recruter, parce que bah, de plus en plus vous bossez avec des gens, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent avec vous. Comment ça se passe, ces entretiens de recrutement? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce qu'il y a des profils que vous préférez? Voilà, des étudiants qui sont sur le stream ou peut-être des personnes qui vont changer de boulot. Euh, Vous faites attention à quoi quand vous passez d'entretien? Peut-être Ben, Yes. si vous recrutez avec Euh, 9 personnes. Ouais, bien sûr. Nous, les choses qui sont importantes, qui sont vraiment importantes, bon, évidemment, il y a la motivation. C'est vraiment la base. Enfin, tu le sens quand quelqu'un a vraiment envie de participer à ce projet ou quelqu'un qui juste cherche un taf sympa. Ok, Euh, ça je suis motivé. Allez, je vais passer à l'entretien théorique. ouais. Là, moi je suis motivé. Ok, quoi d'autre? Donc, après, ce qu'on va regarder, bah, tu vois ce que je te disais juste avant sur le fait d'avoir fait des projets, des projets perso. Nous, c'est quelque chose qu'on va beaucoup regarder. Quand, Ah, c'est intéressant ouais, ça.
quelqu'un qui Bon, va ça j'ai pas, donc c'est chou. faire des projets perso, bah, tu vois, typiquement, tu fais, je sais pas, tu fais un blog ou une chaîne Twitch, tu fais un compte Insta que tu travailles un peu. Enfin, ça, c'est des projets. En fait, si vraiment, nous, on va regarder si tu as lancé des projets, que tu as mis suffisamment d'intensité, que tu as essayé de faire des choses, que tu as essayé de créer des choses, en fait. Ça, c'est assez important parce qu'en général, c'est des personnes qui sont très créatives, qui ont tout envie de faire des choses, qui sont autonomes, qui sont débrouillardes aussi. Ça, c'est super important parce que surtout au début d'un projet comme le nôtre, tu as tout le temps plein de trucs à résoudre, de trucs qui arrivent dans tous les sens. Du coup, d'être débrouillard, c'est important. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose qu'on va pas mal regarder. Et puis après, c'est d'être fort dans ce que tu fais, ou au moins d'avoir l'envie de devenir hyper bon dans ce que tu fais, quoi. Donc, si on cherche quelqu'un, pour faire de l'illustration, par exemple, il faut que ce soit quelqu'un qui ait la passion de l'illustration, qui en fasse beaucoup, qui a envie de devenir, qui cherche à s'améliorer constamment. Et on va regarder en fait le fait de se former aussi sur le domaine dans lequel les gens postulent. Si la personne, elle est proactive dans sa formation, si elle a une veille, elle se renseigne sur des choses, ça, c'est quelque chose qui va nous plaire. Ouais. Ok, Lucas, tu penses pareil? Je te vois Ouais. hocher la tête. Ouais, non, mais je rejoins complètement. En fait, nous, très rapidement, on check tout de suite le portfolio, en fait, pour vérifier que c'est quelque chose vraiment qui est important pour ces personnes et que ce soit pas juste, tu vois, je sais pas pourquoi je suis là, mais allez, ça, on préfère des gens qui en veulent un petit peu. Pour donner peut-être plus de détails, nous, même sur notre process de recrutement, généralement, nous, c'est 3 étapes. La première étape, c'est en fait, on t'appelle et on te pose 4 questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Donne-moi un projet que tu as réussi et pourquoi est-ce que tu as réussi et comment tu étais fier de toi. L'inverse, un truc sur lequel tu t'es planté et pourquoi tu t'es planté, qu'est-ce que tu en as appris. Et enfin, on demande qu'une autre personne, en fait, de se mettre à la place d'une autre personne et de s'évaluer. C'est-à-dire, parfois, on pose, si c'est quelqu'un qui travaille dans une boîte, de dire ton boss, il te mettrait quelle note entre 1 et 10 et pourquoi. Et c'est marrant à quel point tout de suite les gens ont beaucoup plus de recul et sont capables d'expliquer pourquoi ils sont vraiment bons et quelles sont les zones sur lesquelles il faut s'améliorer. Si quelqu'un te dit qu'il a 9 ou 10 sur 10, tu le vois comment? 10 sur 10, c'est un peu suspect. Ah ouais? 10 sur 10, c'est un peu suspect parce que ça veut dire que la personne, elle se remet pas beaucoup en question, quoi. Bah si, mais si elle se remet en question, elle se trouve excellente. Après, si tu le justifies, tout est acceptable, il n'y a pas de bonne réponse. Même quelqu'un qui va dire, je te prenais 4 ou 5, tu vois, ça se justifie. Hein. Moi j'aimerais pas, par exemple. Quelqu'un qui dit 4 ou 5, j'aimerais pas parce que je veux dire, pourquoi est-ce que tu es modeste en entretien alors que tu le seras pas après? Tu vois, genre. C'est vrai. Je sais pas. Pourquoi est-ce que la personne. Tu sais, en fait, tu serais étonné. Elle va postuler des réponses. Tu postules pas un truc en disant ah, moi je suis pas ouf. Moi je suis pas ouf, mais en vrai, bon. Enfin, tu vois, genre, je trouve ça presque plus chelou. Après, tu te notes. Mais ouais, mais tu te notes sur ton poste actuel, tu vois. Oui, donc en fait, il y a des gens qui vont peut-être se donner 4-5 parce qu'ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ou tu as des gens parfois, tu sais, c'est étonnant, tu dis 4-5 et ils te diraient, bah oui, parce que je sais pas, j'ai fait une erreur à un truc. Alors tu fais, mais enfin, oui, quand même, tu t'enlèves 5 points pour ça, c'est vénère, quoi. Genre, mais en fait, c'est la justification qui est importante. D'accord. Ouais. Après, et le deuxième entretien, vas-y. Ah ouais. Moi, je préférerais quelqu'un qui dise je suis pas ouf. Par contre, j'ai l'intention de devenir le plus ouf de tous. C'est plutôt que je suis ouf déjà. D'accord, ok, bien sûr. Oui, c'est comme ça, la marge de progrès, elle est énorme. Nous, on avait eu quand même quelqu'un à un entretien. Bon, je ne donnerai pas de nom, mais il nous avait dit qu'il se mettait 10 sur 10 en fait sur son truc parce qu'il a bossé sur un jeu tout seul pendant 3 ans. Et je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit qu'il avait fait, je sais plus quoi, 300 000 lignes de code. Et qu'il les a relus et qu'il était impressionné par ce qu'il avait fait et qu'il ne changerait rien à ce code. Et là, tu es en mode ok, c'est un peu bizarre quand même. Mais c'est une question. Moi, je recrue cette personne direct. J'appelle ma société Le Melon et. Il a lancé son jeu. Ah, c'est trop drôle. Bah écoute, je sais même. Si, je crois qu'il l'a lancé. Peut-être qu'il était génial. Hein. Peut-être qu'il était génial, mais bon, je trouvais ça un peu étonnant qu'en 3 ans, il n'y ait pas un truc sur lequel tu puisses te dire, bah voilà, je peux m'améliorer. Et le deuxième entretien, c'est un entretien technique où là, tu as un peu de temps pour bosser chez toi.
Et là encore, en fait, on n'a aucune attente. En fait, on n'est pas en mode il faut que ça soit comme ça. En fait, on veut juste savoir comment est-ce que tu fonctionnes, en fait, comment est-ce que tu comprends la consigne, comment est-ce que tu te l'appropries, ce genre de choses. Et le troisième entretien, c'est uniquement un entretien pour savoir à quel point est-ce qu'on se verrait bosser avec toi. C'est Ok. un entretien, ce qu'on appelle l'entretien culture. C'est en fait, on te pose des questions sur qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, comment est-ce que tu gères les relations humaines et parfois comment est-ce que tu gères les désaccords, ce genre de choses. C'est juste pour savoir si on se voit, on te voit intégré dans l'équipe et que toi, tu te vois intégrer l'équipe aussi. Parce que on parle souvent de nous, on recrute, mais il faut aussi qu'on donne envie à la personne de nous rejoindre, quoi. Donc, ça va dans les deux sens, quoi. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, bon, moi je n'ai pas la prétention de le faire du tout, mais est-ce que le test de personnalité c'est quelque chose que vous prenez en compte? Parce que je sais que ça se fait de plus en plus dans les sociétés américaines notamment, où en fait bah, ils passent carrément un test MBTI auprès des gens qui veulent recruter. Comme ça ils savent en fait, vu que la personne ne va pas trop mentir, normalement, si la personne est plus voilà, un aventurier, plus un directeur, plus quelqu'un qui va être en retrait, dans la globalité de la personne, tu vois. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait vous aiguiller? Est-ce que vous avez considéré de le faire un jour? Ouais. Ben, tu veux répondre? Je sais que, enfin, on va pas aussi loin sur des tests de Ok, personnalité, ok. genre MBTI et tout. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a on a un petit formulaire, genre un Typeform. Tu as quelques questions avant d'avoir un premier entretien ou un premier appel ou quoi. Et on pose quelques questions pour essayer de cerner un peu la personnalité. Donc, Ok. et voilà, bon, c'est plus des trucs style c'est quoi ta maison Harry Potter que c'est quoi ton profil MBTI, mais Pardon. Il y a des gens qui t'ont répondu Serpentard ou pas? ouais, il y en a plein. Non mais Ah Serpentard. ouais? Bah, moi je sais que bah, c'est la copine qui m'a vendu Serpentard et je trouve ça vraiment stylé depuis. Ouais, Genre vraiment, c'est une super maison Serpentard, ouais. en tout cas, enfin, Gryffondor, j'ai plein d'arguments contre Gryffondor, mais bon, ça peut être un live entier. Merde. Ok, d'accord. Non mais c'est Euh, une bonne Nous, question. nous, on le Vas-y, vas-y. demande pas. Nous, on le demande pas, mais on le fait généralement passer après. Moi, je suis assez fan Après l'avoir recruté? ouais, je suis assez fan de ce test de personnalité. Alors, c'est pas une obligation, mais on fait généralement, on part avec la boîte quand c'est possible et quand il n'y a pas le Covid, on part en séminaire et en fait, on parle de nos profils MBTI pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que chacun fonctionne. Ça peut avoir son importance dans la façon de bosser, mais en tout cas, c'est pas, on prend pas ça en compte dans nos décisions de recrutement. Est-ce que on va recruter un ENFP parce qu'on en a pas suffisamment, mais bon. Bah ça en vrai, je pense, alors c'est l'idéal, c'est très théorique, mais je pense que c'est une bonne chose à faire perso. Moi je l'ai vu surtout quand j'étais coach en fait sur League of Legends à niveau pro. En fait on avait des groupes de 5 et en fait les joueurs étaient tous forts, un peu comme si on avait le Real Madrid, mais malheureusement sur le terrain ça marchait pas. Et en fait on s'est rendu compte que lorsqu'on enlevait une pièce parmi les 5 et qu'on rajoutait quelqu'un par exemple de plus autoritaire, bah l'équipe marchait complètement. Si on enlevait cette personne-là, c'était à nouveau pas bien. Et si on rajoutait, enfin en gros il y avait des éléments qui équilibraient en fait l'équipe en dehors de leur niveau. D'un point de vue personnalité, je trouvais ça vachement intéressant et bah, j'y suis resté 1 an et demi, 2 ans et je sais que ça m'a passionné. Et je l'ai pas poussé plus loin, mais je pense qu'en vrai c'est peut-être un peu sous-estimé le côté association de personnalité pour que en fait le projet avance. Comme il peut pas y avoir 3 gorilles en fait dans une boîte, tu Ouais. vois, pour lancer un truc. Tu vois, il faut qu'il y ait des gens aussi qui prennent sur eux-mêmes. Non, Mais c'est ça, hyper tu vois, intéressant. Ouais. Moi, je vais me ouais. renseigner là-dessus, hein. Non, mais c'est Mais tu vrai. vois, comme disait Ben, je pense que les gros problèmes, tu peux les repérer autrement qu'en faisant passer un test de personnalité. Tu vois, si jamais tu as des gens qui sont. Tu veux pas bosser avec quelqu'un qui écrase les autres, tout ça, Oui. tu peux poser les questions, tu vois, juste pour repérer ce truc-là. Sans aller dans tout le détail, mais en tout cas, c'est vrai que ça permet je trouve, de mieux travailler en équipe quand tu comprends comment les autres fonctionnent, comment est-ce qu'ils te délivrent du feedback, quelles sont les choses qui les marquent, tout ça, quoi. Ouais, je dis souvent Euh, que même globalement, il faut essayer d'être un bon humain pour pouvoir travailler en équipe. Voilà, il y a pas forcément tout le monde a sa propre personnalité. Il n'y a pas de recette magique, mais voilà, si en fait tu es même en phase avec toi-même et que tu t'entends bien avec les autres naturellement, que tu as quelque chose à proposer, etc. Il y a même pas besoin de se forcer quoi. Genre c'est juste avoir des bonnes valeurs, un peu d'éthique quelque part quand même, où tu sais ouais. que tu fais pas des trucs dégueulasses en entreprise et même en perso quoi. Et je pense que c'est important en delà de la personnalité. Est-ce que vous voulez un petit dernier conseil, parce qu'on a déjà atteint les 1 heure, un petit dernier conseil auprès des gens qui nous écoutent, peut-être Ben si tu veux commencer, qu'est-ce que là vous auriez envie de dire s'il vous reste une phrase dans cette émission à dire aux personnes qui nous regardent Euh, par rapport au métier d'entrepreneuriat, du secteur du ouais, mobile et entrepreneur dans le mobile, ben,
en ce moment, vraiment, enfin, en tout cas, c'est un super moment pour se lancer. Ça, c'est clair et net. C'est vrai qu'il y a énormément de concurrence, donc ça peut faire peur, mais en fait, il y a très peu de barrières à l'entrée, si ce n'est juste réussir à faire un jeu, parce qu'une fois qu'on a fait un jeu, on peut très facilement le lancer, voilà, soit en trouvant des gens qui relaient, soit en mettant 20 balles sur Facebook Ads ou quoi. On peut très rapidement avoir des joueurs et donc en fait, aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose, si ce n'est ouais, des compétences. Et donc, en tout cas, s'il y en a que ça intéresse, enfin, ouais, faut surtout pas hésiter. Et il y a des façons, il y a des jeux qui se font qui se font beaucoup plus rapidement que d'autres. Enfin, tout ce qui est les jeux hyper casu et tout, on peut commencer à se faire la main en faisant des petits jeux qui sont avec une mécanique très simple. Bien. Maintenant, il y a même des outils pour faire des jeux sans code, sans faire une ligne de code. Ok. Et, Ça s'appelle comment? C'est le nom ouais, il y a Buildbox qui existe, qui fait ça. Je l'ai testé là il y a quelques semaines et franchement, c'est impressionnant. Tu peux faire un mini-jeu comme ça rapidement et ça te build ton jeu et tu peux le mettre sur téléphone, quoi. Bon, Ok. là, par contre, il faut passer à la version payante. Et donc, ouais, je pense que c'est vraiment un bon moment pour se lancer et ouais, ne pas hésiter à aller se renseigner voilà, sur YouTube, sur le truc, voir ce que des professionnels en disent. Il y a des conférences hyper cool sur YouTube sur ce que c'est de faire un jeu. Et pareil, d'aller voir des entrepreneurs et de poser des questions, ça aide aussi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ok, et toi, Lucas? Dernier Ouais. conseil? Franchement, je dirais pas mieux que Ben. Faut se lancer, en fait. Je pense que l'entrepreneuriat le plus difficile, c'est de se lancer. Et que dans le jeu vidéo, encore plus sur mobile, il y a tellement peu de barrières à l'entrée que c'est très facile d'y aller, de commencer, de faire un petit jeu, un prototype. Et après, vous verrez bien, en fait. Vous verrez bien si vous aimez faire ça ou pas. Vous allez peut-être vous amuser à faire ça avec des potes ou vous allez comprendre si ça se passe bien, si vous arrivez à bien vous entendre, si vous arrivez à bien vous disputer. C'est hyper important de savoir se disputer et que C'est beau. et qu'à la fin de la dispute, tout le monde est content quand même parce que tu mets ça de côté. C'est plus important pour moi de bien se disputer que de bien s'entendre quand tu crées une boîte. J'aime beaucoup. Les deux sont importants, mais c'est voilà. Et allez-y quoi. Vraiment, moi c'est comme ça que je me suis lancé dans le truc. J'ai fait la chose. Je n'avais pas forcément prévu de faire de l'entrepreneuriat. Ça m'a plu et puis j'y suis allé et puis je regrette pas du tout. Donc testez, formez-vous, regardez des vidéos YouTube, faites des formations pour apprendre à coder, à faire du graphisme, tout ça, et faites des jeux. Et les gens peuvent vous contacter ou pas s'ils ont une ou deux questions, peut-être sur LinkedIn, sur Twitter, ou est-ce que tout est fermé, vous voulez pas qu'on vous embête? Est-ce qu'il y a un canal que vous préférez? Ouais, Moi, enfin, ils peuvent. Ouais, excuse-moi, vas-y Ben. non, je veux dire ouais, Twitter ou LinkedIn, peu importe. Après, j'essaie de répondre surtout, enfin, je me connecte surtout le week-end pour essayer de rester focalisé la semaine, mais après, je Oui, réponds. oui, Voilà. pas mal celle-là. Mais genre que le week-end pour Ben. Et Lucas aussi sur Twitter, c'est ça, LinkedIn? Ah ouais, sur Twitter, je pense que. Ouais, puis en plus, j'essaie de. Alors, j'ai jamais utilisé Twitter jusqu'à il y a encore 4 mois. D'accord. Mais là, je m'y suis mis, donc vous pouvez me contacter sur Twitter. Je répondrai. S'il y a une question par hasard qui vous vient à l'esprit suite à cette émission, quand même, il y a pas mal de gens sur le stream, donc n'hésitez pas. J'ai mis les alertes sur mon post Twitter, donc vous pouvez les retrouver directement. Dès là-bas, je vous les montre à la fin de l'émission. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre aux questions du chat, d'avoir pris le temps d'avoir répondu à mes questions. C'était extrêmement enrichissant et je le pense vraiment. Donc vraiment, c'était vraiment trop cool et j'espère qu'en tout cas, les gens qui ont regardé, vous avez kiffé aussi. J'ai essayé de sélectionner quelques questions, mais voilà, on a qu'une heure. Il y a des questions qui sont très denses en termes de manière où vous la posez, donc je peux pas les prendre. Donc il y a une ou deux questions que j'ai dû passer à côté, je suis désolé. J'ai essayé de condenser. Dernière petite question avant de vous laisser. Vous êtes quelle maison sur Harry Potter? Tous les deux? Ben, vous êtes... Moi, Serpentard. Serpentard, oh là là. Bon, Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que tu aimes bien les Serpentards et pas les Gryffondors, d'accord, ok. Après, j'aime tout le monde, c'est ma nature, mais je suis un Serpentard très, très ouvert d'esprit. Mais pour des raisons, voilà, c'est assez cool. Enfin, il y a pas mal justement de théories sur pourquoi les Serpentards, c'est la meilleure maison. Il le Donc, revient. Moi, je suis pouf souffle parce que j'aime bien le mot. Oh non, pas le pouf souffle, non, les Ah ouais, mais en bannis. fait, tu vois, je trouve que c'est une maison qui. Personne n'en parle. On n'en parle pas assez, en fait, de pouf souffle. Bah, il y a une raison.
Bon voilà, on débattra pour savoir si on veut plus travailler avec des serveurs porteurs ou des poufs souffles dans le futur. Mais encore une fois, merci et j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment avec Yes, nous. Super, merci. super cool. Passez une bonne après-midi. Salut les gars, Salut. ciao Bye. ciao. Salut. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. Les gens, c'était vraiment vachement intéressant. Et l'idée, en fait, comme d'habitude, c'est que je ne connais pas tant que ça les personnes avec qui on discute, puisque en fait, l'idée, c'est vraiment de les découvrir. C'est pas des choses que je préchote. Même moi, je suis dans la découverte avec vous, et du coup, c'est des réactions plutôt humaines et naturelles que j'ai, plus que, alors du coup, dans le script, j'ai ça, ça, ça. Donc, on avait deux, trois questions de préparer, et finalement, en fait, on a posé plein qui n'étaient pas prévues. Merci beaucoup d'avoir été présent sur cette émission-là. Évidemment, n'hésitez pas à aller checker !campus et métier, parce que le Gaming Campus vous forme évidemment pour pouvoir faire ce genre de métier, et surtout en fait insiste énormément sur le réseau. Donc clairement, c'est des gens qui sont en recherche d'une formation pour cette année ou l'année prochaine. Ils sont partenaires de l'émission aussi, donc c'est normal que je puisse les mettre en avant un petit peu, et surtout que je les connais, donc c'est pas uniquement juste un partenaire qui passe comme ça. C'est des gens que je connais les directeurs et tout, qui bossent vraiment très bien.